Eh bien bonjour mes amis, bonjour à vous tous, les anciens et les nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Alors aujourd'hui, je réponds à deux de vos questions qui reviennent assez régulièrement. La première, c'est pourquoi utiliser de l'aluminium et sous la forme que j'utilise dans un bâtiment ou professionnel ou privé. Alors on va y répondre. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il est possible d'utiliser une lisse basse ou première lisse de mur sur un bloc de béton cellulaire? Je vais tenter de répondre à ces deux questions. Pourquoi utiliser de l'aluminium dans l'habitat? Eh bien, c'est très simple, mais avant de vous répondre, on va faire un petit peu d'histoire. Alors évidemment, c'est un matériau qui a des propriétés intrinsèques qui sont très intéressantes. Alors, on sait que tous ces matériaux, ils ont été développés pour l'espace. On ne va pas revenir là-dessus, sur le LEM, sur les écrans réfractants, sur les couvertures de survie, sur tous ces matériaux qui ont permis d'utiliser l'aluminium un peu partout autour de l'être humain, que ce soit dans l'espace ou sur Terre. Alors quand l'aluminium est arrivé sur le marché, sous cette forme-là, sous la forme d'isolant, beaucoup de fabricants se sont mis à fabriquer des matériaux minces parce qu'ils étaient réfractants et il y a eu beaucoup d'erreurs de commise, pour faire court. Après, il y a eu les matériaux, les multicouches, les fibres, les watts. Là, j'en ai un derrière moi. Lui a un avis technique avec une résistance thermique qui équivaut ou qui égale les 6.2. Donc, il y a des matériaux qui demandaient des avis techniques. Ils ont eu une certification et ils étaient capables de prouver que la résistance thermique et tout ce qui fait qu'on va acheter ce produit était au rendez-vous. Alors après, il y a eu une multitude de produits, et les produits, j'appelle ça une bulle, deux bulles, trois bulles, avec une couche de ceci, une couche de cela. Ça faisait un petit peu rigoler, tous ces gens-là, quand on montait à Paris, c'était la foire d'Ampogne, quoi. Il fallait prêter une confiance sur parole de ce commercial qui vendait son produit, mais il n'y avait rien en face. Alors, j'ai attendu pas mal de temps, et puis un beau jour, un commercial est venu chez moi me présenter un produit en aluminium pur, qui a été développé, d'après ses dires, en Israël. Moi, j'ai eu un document technique qui prouvait qu'ils avaient fait 3 maisons dans le désert, une en laine de verre, une en laine minérale, et l'autre avec ce produit en complément d'isolation, en aluminium pur. Et j'ai été séduit. Depuis ce moment-là, j'ai commencé à intégrer de l'aluminium dans mes fabrications pour mes clients, pour mon habitation personnelle, et puis ici, dans ce bâtiment, vous me voyez le faire. Alors pourquoi je me suis mis à fabriquer ce produit? Tout simplement parce que entre le moment où j'ai utilisé ce produit qui était chez mes fournisseurs, qui était donc accessible, et le moment où j'ai fabriqué ce bâtiment, il y a une certaine période de temps, eh bien le produit a disparu du marché parce qu'il n'a pas été suivi par les artisans qui le trouvaient trop cher ou peut-être tout simplement trop cher, ou ils n'ont pas compris le fonctionnement. Enfin, en attendant, moi j'ai pu le mesurer, je peux vous le garantir. Et quand j'ai vu que le produit n'existait pas, eh bien j'ai récupéré les morceaux qui me restaient, parce que vous pensez bien que j'ai cherché partout où trouver ce matériau. J'ai même rappelé le commercial qui habitait en Touche, il avait quitté la société, mais il a été très sympa, il n'a pas voulu me donner l'adresse du fabricant initial. Ah, ça c'est la petite parenthèse. Mais du coup, je n'ai pas baissé les bras, j'ai pris les chutes et j'ai fabriqué mon produit. Alors j'ai été chercher déjà la matière première, l'aluminium. Moi, au départ, j'utilisais des rouleaux de 1,20 m fabriqués par ce fabricant. Trouver des rouleaux de 1,20 m dans l'industrie, il fallait commander des grosses quantités. Et moi, il me fallait des quantités plus modestes. Et j'ai trouvé des rouleaux qui font 44 cm. Je travaillais en Anthrax de 400. Et bien, ça m'obligeait à mettre un lait sur chaque intervalle. C'est pas grave. Et ça, déjà, le problème était résolu pour ce qui était de la surface. Et après, il a fallu trouver un moyen pour micro-perforer ce matériau parce que l'aluminium est étanche. Et moi, je travaille en maison respirante et je voulais pouvoir évacuer la vapeur d'eau au travers du matériau, donc le rendre complètement ouvert, comme le SD que l'on met devant pour protéger la surface. Eh bien, j'ai fabriqué une machine qui ressemble à un orgue Barbarie ou à une boîte à musique, bon, pour ce qui est du rouleau à perforer. Et voilà, donc j'ai mis mes rouleaux là-dessus et j'ai fabriqué toute ma surface avec ce matériau qui fait 14 microns. Alors, c'est très épais en matière d'aluminium comme matériau mince parce que
Les matériaux qui sont aluminisés, je pense à la couverture de survie, vous avez certainement tous essayé ce produit, vous vous rendez compte que quand même ça renvoie pas mal. Donc 14 microns, c'est très épais, on n'est plus dans l'aluminisation, et ça m'a permis de l'installer, de le tendre sur mes murs, vous me voyez le faire. J'utilise des petits confettis de Delta pour éviter à l'agrafage de poinçonner l'aluminium, parce qu'il ne fait quand même que 14 microns. Et une fois qu'il est contraint sur la structure, eh bien, il n'y a plus qu'à le protéger, puisque le matériau que j'achetais au départ, c'était une trame de fibre de verre qui était emprisonnée entre deux couches d'aluminium. Alors évidemment, ça donnait un côté rigide au matériau. Ça pouvait être utilisé en extérieur avec un peu de vent, ce qui n'est pas le cas de mon produit. Moi, je peux l'utiliser en intérieur. En extérieur, ben, je n'en ai pas besoin, donc je n'ai pas cherché à fabriquer un produit qui pouvait s'appliquer à l'extérieur. Alors en intérieur, vous me voyez le faire, ça marche très bien. Il faut être minutieux quand même, parce que c'est un produit fragile. Une fois qu'il est installé et dressé, bon, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est le protéger avec un delta pour éviter de le percer de façon intempestive, un coup de coude, un manche d'outil qui viendrait tomber sur la surface et qui déchirerait, bon, c'est quand même dommage. Alors, en même temps, il y a une autre raison à la protection de la surface aluminée, c'est que dans la construction bois, entre les lithos et les contre-lithos, ben, il y a toutes les gaines électriques qui vont passer, les réseaux, aussi peut-être même des tuyaux d'eau. Il a fallu penser à ça, et la pose du lait de protection en delta vent, eh bien je le pose du bas vers le haut parce que je rentre mes tuyaux où je peux a posteriori rentrer toutes mes gaines par le plafond, les faire descendre jusqu'à la prise, la sortie ou à l'emplacement désiré, mais je n'abîmerai pas mon aluminium. Alors, je vous garantis, vous pouvez vous appuyer dessus, c'est fini, ça ne bouge pas, et on a vraiment reconstitué, on a retrouvé le produit de base qui finalement a disparu du marché. Voilà. Je voulais finir en vous disant que l'aluminium, même s'il est emprisonné entre deux feuilles de placo-plâtre ou derrière un isolant, eh bien il réagit de la même façon. Lorsqu'elle arrive sur le matériau, chaude ou froide, elle va rentrer en contact avec l'alu et paf, elle va retourner de là où elle vient. Donc les propriétés techniques de ce système-là, eh bien fonctionnent même si l'alu est derrière une première, deuxième ou troisième couche. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, et si vous voulez fabriquer ce matériau bien en petite ou en grande quantité, eh bien, je vous expliquerai comment, dans une prochaine vidéo, comment fabriquer cette machine qui vous permettra de faire vos propres rouleaux eh bien, à la quantité voulue et à un prix défiant toute concurrence. Alors, peut-on poser une lisse basse en bois massif, en construction bois, sur une ligne de blocs de béton cellulaire? Je dirais que par expérience, et depuis que je travaille dans la construction au Saturbois, mes déplacements, mes formations ne m'ont pas permis d'être confronté à ce genre de situation, parce que par définition, le Ciporex est un matériau qui est poreux, il est fragile, cassant, même s'il est isolant. Alors il reste isolant dans de très grosses épaisseurs quand même, hein, il faut dépasser les 365, voire 400 ou 500 d'épaisseur, ce qui est contradictoire avec la maison Saturbois, qui elle est beaucoup plus étroite. Alors si on veut poser, je ne dis pas que c'est infaisable, mais je pense que tout ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour arriver à avoir l'appui d'une première lisse basse, que ce soit une lisse basse de départ ou une lisse basse de mur, cette inertie de départ serait tellement importante pour un gain absolument dérisoire, je pense que ça vaut vraiment pas le coup. Voilà, je ne prendrai pas le risque d'installer une lisse basse sur un bloc de béton cellulaire. Nulle part, je n'ai trouvé ce type de fabrication, ce type d'application. Alors, je parle de mon expérience personnelle, mais je parle aussi de l'expérience des autres. Parce que, je vous l'ai dit, moi j'ai appris à construire les maisons au Canada. Et au Canada, il y a ce guide de la construction qui à l'époque était offert aux gens qui accédaient à la propriété, et il explique parfaitement toute la méthode de la fabrication de la maison, son appui, l'isolation. Alors là-bas, on a des contraintes de froid et de chaud qui sont, vous le savez, beaucoup plus importantes que chez nous. Et nulle part sur ce guide de construire, eh bien, il n'est fait mention de l'utilisation du béton cellulaire pour accrocher un mur ou une maison, parce que
quand même, quand on accroche le mur, on accroche la maison sur cette base. Alors il faut quand même savoir que ce guide-là, il était offert, mais il permettait aux accédants à la propriété d'accéder à des taux bonifiés, dans la mesure où il respectait toutes les règles de ce guide de fabrication. Ça, c'est le premier guide sur lequel j'ai travaillé. Et lorsque je suis revenu sur la France pour créer des maisons bois en France, je voulais être certain que la méthode était la même au Canada qu'en France. Donc je me suis rapproché du Centre national du bois, le CNDB. Et là, j'ai pu accéder au classeur, au guide de construire, que je n'ai pas pris ici, il est très épais. Alors c'est une copie de ce guide-là, hein. Par contre, celui-là, bon, ça repose sur une 50aine d'années d'expérience en construction de bois, dans des situations un peu extrêmes, vous le comprenez. Le CNDB a créé ce guide, un guide construire, et sur ce guide-là, qui a beaucoup influencé le DTU, le document technique unifié, je vous le dis, je me répète, c'est une quasi-copie conforme de ce guide-là. Alors, rien de nouveau finalement, le mur ou quoi que ce soit, quand on doit l'accrocher sur une dalle, une fondation, il faut que ça tienne. Et si on veut avoir une base, puisqu'on a ces 20 cm de garde au sol de sécurité dans la construction bois, pour ne pas avoir les premières pièces en contact avec de l'eau, éventuellement, ou toutes les eaux de projection en cas de forte pluie, eh bien, ces 20 cm, premièrement, ils sont très bas sur la construction, donc c'est pas là que le point le plus chaud sera atteint, c'est plutôt en plafond, entre les planchers et sous la toiture. Et donc, sur 20 cm, on a des moyens aujourd'hui de pallier au pont thermique, soit de façon externe ou interne. Alors je me demande à quoi ça va servir de mettre en œuvre toute une batterie de process pour arriver à retrouver la dalle béton ou la fondation ou le vide sanitaire, pour simplement isoler 20 cm. En plus, sur une base qui est relativement fragile, puisque c'est quand même un béton cellulaire, vous le savez, c'est creux, c'est léger, c'est poreux. Si vous mettez une cheville à frapper, un goujon d'ancrage ou une vis à l'intérieur avec une cheville, vous tirez dessus un peu fort, il y a tout qui vient. Donc il faudrait dans tous les cas aller chercher la dalle béton, et pour ce faire, eh bien, ça impliquerait un travail, une réflexion préalable pour arriver à implanter, suivant l'alignement de votre mur, à l'emplacement bien précis, les goujons d'ancrage, pré-percés avant la construction du bloc, ensuite enfermer le bloc sous l'hélice. Enfin, bon, c'est compliqué, c'est vrai, c'est compliqué, ça, à mon avis, ça ne sert pas à grand chose. Alors, voilà, donc ça, c'est quand même une première chose. Sachez que sur le DTU, on n'en parle pas. Sur le guide de construire canadien, on n'en parle pas. Au CNDB, sur le guide de construire, on n'en parle pas. Donc, si on n'en parle pas, c'est que peut-être qu'en effet, des gens ont émis l'idée, et puis, comme aujourd'hui, comme je le fais là devant la caméra, on écarte la solution parce que elle est trop lourde à mise en œuvre pour un gain extrêmement faible, voire nul. Voilà, donc ça, c'est une chose très importante. Et en matière de construction, j'ai aussi le manuel de la construction bois. Donc celui-là, c'est un très joli livre, très bien illustré, où on explique encore une fois toutes les méthodes de fabrication. Je n'ai rien trouvé là-dedans. Et puis, pour parler de l'isolation, ce livre-là, Isolation écologique, qui a été écrit par Jean-Pierre Oliva, eh bien, explique beaucoup de choses, tout matériaux confondus. C'est un très joli livre. Et je tombais sur cet encadré, là, en vert, vous voyez, et je pourrais presque dire qu'il résume le livre en matière de capillarité. Et là, on parle sur cet encadré, vous voyez, le bouquin, il est quand même volumineux, on traite de tous les matériaux quand même, hein. Eh bien, il dit que la règle, finalement, c'est le mur respirant. C'est ce que je fais, moi, depuis des années. C'est quand même... c'est sur ça que finalement nos maisons ont été construites. En Alsace, le chalet, il est respirant parce que le matériau, par définition, est respirant. Mais quand on parle de maisons de terre, de maisons de paille, en pisé, les maisons à colombage qui sont remplies de torchis, toutes ces maisons-là, à l'époque, eh ben, il n'y avait pas d'aluminium, il n'y avait pas de problème de respirance, il n'y avait pas de problème... Alors on peut quand même se poser des questions si vraiment on a avancé, hein, ou on a tiré les leçons du passé.
Moi, je suis retourné dans le passé pour aller chercher l'expérience. Et aujourd'hui, il y a pas mal de constructeurs, des écologistes, des gens qui sont finalement en avance sur leur temps. Hein. Et je pense à des gens qui, comme ce monsieur, c'était il y a 20 ans. Hein. Donc, c'est pas aujourd'hui, et même plus. Donc, tous les gens avant lui ont été chercher l'expérience dans le passé et se sont rendus compte que les maisons, elles étaient saines. Elles étaient saines. Et alors, quand elles étaient de toute façon bien construites, parce que de tout temps, même au XXIe siècle, si vous ne mettez pas les moyens sur l'habitat et que vous faites du pétassage, eh bien, même au XXIe siècle, on sait faire de très mauvaises maisons, hein, avec de très bons matériaux. Voilà. Donc, il y a quand même de l'intelligence à mettre dans tout ça. Et la maison respirante, pour moi, c'est la solution. Alors, qu'est-ce que c'est qui a fait qu'on a cherché à passer à introduire ces matériaux? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on a voulu introduire ces nouveaux matériaux? Bien, c'est la technologie, c'est l'envie de créer des nouveautés, et puis d'affaiblir la largeur du mur. Voilà, parce que ça fait gagner de la surface habitable. Et voilà, donc après on a remplacé les menuiseries. À l'époque, un bon menuisier faisait de la menuiserie étanche à l'eau, hein, ça arrivait. Alors, l'inconvénient devenait un avantage, puisque la menuiserie, bon, eh bien, quand il pleuvait dessus, il était quand même étanche à l'eau, et puis étanche à l'air, pas trop. Hein, après, on a créé les joints-virgules, ces choses-là. Et on s'est rendu compte progressivement que plus on étanchait, plus on isolait la maison, plus on avait des problèmes d'allergie, d'asthme, d'évacuation, finalement, de toutes ces particules qui sont nocives dans la maison et qui doivent être évacuées, soit par une ventilation mécanique aujourd'hui, parce que les maisons sont devenues très étanches, soit par une ouverture régulière de votre habitat. On conseille 10 à 15 minutes par jour. Je ne sais pas si vous le faites, mais il y a très peu de gens qui le font. Mais voilà, et les menuiseries sont devenues de plus en plus étanches. On a fermé les murs avec des bâches en plastique pour faire simple et court, et parce que le DTU le demande. On a voulu pallier à toutes ces... à toute cette air qui finalement vicié qui reste dans la maison, on a voulu pallier à ça grâce à une VMC, voilà, pour évacuer cet air vicié. Mais le problème, c'est que fois on trouve une réponse pas forcément intelligente. Quand vous avez des locataires dans une maison qui est équipée d'une VMC, quand il entend la VMC en hiver tourner et que le chauffage tourne et que le prix de l'énergie monte au ciel, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il met un plastique, il ferme la trappe de ventilation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça moisit, les gens tombent malades, l'habitat se dégrade très vite, et il y a des choses qu'ils ne voient pas, c'est l'humidité relative qui est enfermée dans les murs, qui, elle, va travailler silencieusement, mais elle va travailler. Alors, pour pallier à tous ces problèmes-là, en tant que constructeur, je ne voulais pas m'engager sur du frein vapeur, moi, dans mes murs, et je voulais pas forcément équiper ma maison ou la maison de mes clients d'une VMC. Je voulais que ces maisons fonctionnent comme de vieilles maisons, les maisons anciennes, et j'ai opté dès le départ, sur la maison respirante. Moi, avec mon père, on a construit une maison il y a plus de 50 ans, tout en briques. J'ai compris le fonctionnement de la brique, ce matériau qui est magique. Et mon petit papa, qui était très curieux et visionnaire, m'avait expliqué tous les fonctionnements de la circulation d'air et de l'utilité de l'air dans une maison pour l'assainir. Ouais, moi, je vous parle d'un temps où j'étais un gamin, je devais avoir 12 ans et demi avec mon père. Donc voilà, j'ai cette expérience pratique parce qu'ensuite j'ai pu mesurer des choses parce que j'ai entretenu, fait des modifications dans la maison de mon père et on a vérifié des choses 20 ans, 30 ans plus tard. C'était absolument fantastique. Moi, j'ai été émerveillé de l'explication de mon pater et voilà que je salue au passage. Alors, tout ça pour vous dire que pour revenir à la liste de départ, il faut quand même se poser la question à chaque fois, est-ce que vraiment le déploiement d'énergie et je dirais de matière grise vaut la peine, vaut le coup de mettre en œuvre ces nouvelles techniques? Il y a un dicton qui dit le mieux, c'est l'ennemi du bien. Eh bien, pour revenir au pare-vapeur, lorsque j'ai travaillé au Canada, j'ai pu vérifier sur chantier, sur site, des sinistres assez impressionnants parce que les contrastes
était telle que l'eau coulait, mais on avait l'impression qu'on avait ouvert un robinet dans le mur, parce que justement, on ne laissait plus la place à l'air de faire son travail. Dans ces maisons canadiennes, il y a une armoire de VMC, souvent c'est du double flux, et avec une obligation pour ce qui est de ce guide-là, de mettre en place une armoire spéciale pour tous les ans faire remplacer les filtres. Il y a une entreprise qui contrôle tout ça pour que les gens puissent vivre sainement dans un habitat très fermé en réalité. Mais je me souviens qu'on isolait les boîtiers de prise avec du butyl cyanoacrylate, parce que le moindre trou dans un pare-vapeur créait un sinistre. Et imaginez que vous louiez une maison à des locataires, votre maison elle est comme ça, elle est construite sur la base du pare-vapeur. Votre locataire, un jour, il vous le dit pas, il veut mettre un tableau, il perce le placo et il perce le pare-vapeur. Si vous êtes dans une région tempérée comme la nôtre, le risque il est moindre. Mais si vous êtes dans une région qui est au-dessus de 900 mètres, où vous avez des contrastes de température entre été et hiver, et surtout l'hiver, où il fait très froid, et le contraste, vous le créez en chauffant à 20 ou 22 degrés dedans, et avec moins 15 dehors, le sinistre, vous l'avez. Donc, pour limiter, en se projetant sur un futur sinistre provoqué par quelqu'un que vous maîtrisez pas ce que fait votre locataire dans l'habitat, eh bien, je me suis dit, la maison respirante est de mise. Et donc, j'ai tout de suite opté là-dessus, sur la base de cette expérience canadienne. Alors voilà. Pour la liste basse, vous faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai trouvé aucune référence et je vous conseille de revenir sur quelque chose de bien connu. Et si vous voulez isoler votre remontée de garde au sol, donc de mise hors d'eau de votre première pièce de bois, pensez, raisonnez, ça je pourrais vous aider dans ce sens, à utiliser des isolants minces, des polyuréthanes extérieurs ou intérieurs pour arriver à récupérer un coefficient thermique convenable dans l'habitat. Voilà, donc vous avez vraiment un risque extrêmement faible d'avoir des condensats en bas de mur. Voilà, je voulais conclure avec ça et je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Sachez utiliser les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Bye bye mes amis. Bye bye.